Merci d'inviter vos amis sur ce direct et de partager également la vidéo dans les différents groupes sur lesquels vous êtes. Ce soir, je vais essayer d'être à votre écoute, répondre à vos questions. Si vous souhaitez, disons, poser des questions, il faut mettre vos commentaires par écrit pour que je puisse répondre. Je ne vais pas développer longtemps parce que j'ai suffisamment dit de choses les jours précédents. Donc maintenant, je vais plus être à votre écoute. S'il y a des questions d'actualité ou d'éclairage, d'éclaircissement sur un certain nombre de points que j'ai déjà abordés, voilà, essayez de poser vos questions. Je suis à votre disposition. Les difficultés sont immenses. Nos ennemis sont sur deux fronts. Tout d'abord, à l'extérieur de l'Afrique et aussi à l'intérieur du continent. Donc, dans nos propres rangs, il y a nos propres ennemis qui nous combattent. J'aimerais beaucoup aborder la question des ennemis intérieurs. Donc, en quelque sorte, le troisième homme qui est utilisé pour nous empêcher de nous constituer et d'avancer efficacement. Parce que chaque fois, il y a plusieurs attitudes qui montrent qu'il y a des Africains qui s'opposent à nos idées et qui font tout et tout pour que nos idées ne puissent pas aller de l'avant, s'inscrivant dans la critique pour la critique, trouvant toujours dans chaque propos, dans chaque phrase, un mot qui serait déplacé ou qui dirait le contraire de ce qu'il fallait dire. Et donc, nous nous trouvons piégés, empêchés véritablement de pouvoir aller de l'avant, de nous mettre d'accord sur le minimum possible pour essayer d'avancer. Donc, au lieu de trouver des points d'accord entre nous, on s'active véritablement pour chercher plutôt les points de divergence, les points d'éloignement entre nous, les pommes de discorde entre nous pour éviter que nous puissions dépasser le débat pour le débat stérile, l'esprit de contradiction pour aller de l'avant. Donc, c'est ce soir ce que j'aimerais partager avec vous. C'est une soirée de partage d'expérience. Est-ce que vous avez déjà vécu ce type d'attitude et quel comportement avez-vous adopté face à ça? Et parler un peu de la nécessité ou pas de continuer le combat parce qu'il y a des moments où, voilà, nous ne sommes que des humains, hein. Nous sommes constitués de corps et d'esprit, hein, le corps et l'esprit pouvant être fatigués sous le coup des attaques, hein, l'épuisement physique et intellectuel. Bon, parce que à force de crier très souvent dans le désert, on finit par être fatigué, il y a la lassitude, donc nous ne sommes que des hommes, il y a des moments de fragilité, hein, où le corps humain est fatigué, atteint de maladies ou de lassitude, donc voilà, il faut aborder ces questions-là. J'essaie de voir s'il y a des commentaires. Alors, il y a un compatriote qui me pose la question de savoir si nous ne voyons pas que l'un des obstacles pour la vraie indépendance de l'Afrique est un parti spirituel. Mais oui, la question de la spiritualité a été régulièrement abordée sur cette page. Mais il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Tout simplement parce qu'il faut partir des origines des religions qui ont atteint l'Afrique. Ces religions-là sont arrivées en Afrique au travers du sabre et du fusil. Donc, c'est d'abord la conquête. Et le projet, d'une manière générale, consiste à désarmer spirituellement l'Africain, parce que le désarmement spirituel prédispose l'Afrique à recevoir la semence étrangère de manière beaucoup plus facile. Donc, disons que les religions venant de l'extérieur ont démantelé la culture africaine, ont détruit la spiritualité africaine de sorte à préparer le terrain à la conquête coloniale dans cette dimension économique, politique, scolaire. Et donc, une fois que l'être africain est spirituellement détruit, culturellement refait, eh bien, cet être humain devient ce que Frantz Fanon a appelé la peau noire masquée de blanc. Donc, nous avons conservé l'enveloppe noire, mais dans notre esprit, nous sommes devenus des chrétiens, des musulmans, et puis plus récemment, les assemblées de Dieu, les religions born again qui font du dégât
tellement en Afrique que leur prospérité est proportionnelle à la descente aux enfers de l'Afrique. Donc, en recherchant le paradis, l'Africain se trouve plutôt en enfer et continue d'approfondir sa descente aux enfers, sans le savoir. Donc, oui, évidemment que la question de la spiritualité nous pose un énorme problème et la question de la spiritualité est détournée plutôt par les religions importées. Et donc, l'Africain n'est plus du tout en harmonie avec lui-même, encore moins avec son environnement. Et donc, nous nous trouvons complètement en déphasage aussi bien avec nous-mêmes qu'avec notre environnement immédiat. Donc, nous n'avons plus prise sur notre espace, l'ayant abandonné au profit d'un paradis céleste. Et donc, nous déraisonnons, nous dysfonctionnons, nous avons perdu les repères, les valeurs spirituelles africaines, culturelles sont abandonnées au profit de l'adoption d'une culture de greffe, si bien que l'Africain est devenu un être greffé dans un environnement qu'il ne maîtrise plus du tout. Donc, nous ne sommes plus en harmonie avec notre environnement, ce qui nous empêche de pouvoir le maîtriser et posséder effectivement, le transformer dans le sens de la résolution de nos problèmes. Donc, voilà tout le problème que nous avons. Donc, il faudra nécessairement que nous fassions un travail de retour vers nous-mêmes, puisque un peuple fonctionne comme un arbre, et une fois que l'arbre n'a plus de racines, ou n'a plus ses racines fixées au sol, ben, il finit par s'étioler et mourir. Donc, il va falloir que les Africains redécouvrent leur spiritualité à travers la redécouverte de l'Égypte antique, parce que c'est ça notre berceau culturel, historique. Et à partir de là, nous pouvons espérer revivre et maîtriser notre espace pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, nos racines, nous devons les redécouvrir, les faire revivre pour pouvoir nous ancrer effectivement sur notre espace territorial dans l'expectative de pouvoir aller de l'avant et produire des fruits capables de pouvoir résoudre nos problèmes. Voilà ce que je peux dire sur la question de la spiritualité. Donc, il s'agit de renouer le contact avec la matrice africaine, de renouer le contact avec nous-mêmes, de renouer le contact avec notre environnement, de renouer le contact avec nos ancêtres, de renouer le contact avec ce qui est considéré faussement comme des fétiches en Afrique, comme le diable. Donc, nous reconnecter à notre énergie vitale au travers de la reconnexion avec nos traditions. Et ce n'est que comme ça qu'un peuple s'élance vers l'avenir. Pour qu'un peuple s'élance vers l'avenir et s'élance vers la conquête de la grandeur perdue, il faut nécessairement que ce peuple découvre son énergie vitale, se reconnecte à lui-même et à ses ancêtres pour pouvoir avancer. Donc, c'est ça le travail de renaissance qui nous attend. Mais il faut nécessairement que nous puissions d'abord livrer la bataille de la reconquête physique de notre espace en nous engageant purement et simplement dans des mouvements insurrectionnels populaires à l'échelle continentale pour pouvoir nous débarrasser des laquais qui sont placés à la tête des fameux États africains qui sont en fait des enclos coloniaux dans lesquels nous sommes parqués par les puissances étrangères. Donc, c'est d'abord ça. Après ça, nous pourrons refaire notre religion, nous pouvons refaire notre spiritualité, nous pouvons refaire notre culture, nous pouvons rebâtir une économie, nous pouvons rebâtir une histoire, nous pouvons rebâtir une langue, nous pouvons rebâtir une école, nous pouvons rebâtir une économie qui fonctionne et nous pourrons véritablement être partie du monde duquel nous sommes exclus en tant que peuple. Voilà, depuis longtemps. Donc, voilà les conditions pour pouvoir redécouvrir notre culture et aller de l'avant. Alors, il y a un autre compatriote, François Sogbavi. Bonsoir, François. Bonsoir, M. Pogli. Ravi de vous suivre dans ce combat de pédagogie d'émancipation des masses populaires. Merci. Je dis que ce combat, il est essentiel. Dommage que ce combat, ça fait quand même plusieurs années que nous le menons.
C'est très difficile, hein, parce qu'il y a des moments où, voilà, on s'interroge, est-ce qu'on emploie la bonne méthode? Est-ce que ce que nous disons est tout pertinent? Est-ce que les gens comprennent ce que nous disons? Parce que parfois, on a l'impression que nous parlons dans le vide et que nous ne sommes pas bien compris, ce qui entraîne une souffrance énorme parce que nous sommes dans un exercice de vérité et d'humilité, parce que nous prenons beaucoup de temps pour étudier les sujets, regarder, pour pouvoir accoucher d'un contenu formateur. C'est tout un travail derrière. Bon, malheureusement, il y a quelques personnes qui viennent et qui renversent tout ça par l'esprit de critique, par la volonté de trouver des contradictions un peu partout, de faire tout pour trouver les points de désaccord. Ben ça, c'est quelque chose qui est difficile, quoi. Donc, pédagogiquement, on se remet en question, on se demande si ce qu'on dit est tout bien perçu, est-ce qu'il faut continuer ou pas? Est-ce que ça vaut la peine dans la mesure où on voit que au jour le jour, ben, il y a beaucoup de gens qui désertent le terrain, de sorte que nos idées n'arrivent pas à pouvoir être implémentées sur le terrain. Ben, nos appels incessants sont restés lettres mortes. Beaucoup de gens ne répondent pas et les gens ne prennent pas d'initiative. Donc, chaque fois, il faut aller les chercher, il faut les pousser, il faut les forcer quasiment. Mais ça, c'est quand même quelque chose de très difficile, quoi. Donc, ce combat, il est dommage, quoi, que, voilà, c'est maintenant que un certain nombre de personnes découvrent les choses, mais nous aurions dû, aujourd'hui, être à un autre niveau qu'au niveau de la sensibilisation et de la conscientisation. C'est dommage. Parce que, nous devons être normalement dans une phase de mise en œuvre, hein, d'implémentation des idées sur le terrain. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent aucune initiative, qui écoutent les messages, mais une fois après les avoir écoutés, bon, ils dorment là-dessus, ils font rien, ils prennent aucune initiative. Parfois, quand vous allez les chercher même, ils répondent aux abonnés absents, quoi. Donc, ça, c'est ce qui fait que la situation en Afrique va se complexifier et va se durcir parce que l'action, hein, qui est la condition de la transformation dans l'histoire, n'est pas ce qui caractérise le plus l'Africain. Et ça, ça vient de très loin. Donc, il faudra qu'on se réarme très rapidement pour dépasser l'étape de la sensibilisation, de la pédagogie, du discours, pour pouvoir véritablement s'engager, parce que les choses se complexifient au jour le jour, quoi. Donc, à un moment donné, il faudra dépasser cette étape de la pédagogie et ce qu'on appelle la conscientisation pour aller véritablement dans le sens de la constitution d'un véritable mouvement insurrectionnel. Et l'idée du Moltra, c'est de faire en sorte que partout les Africains sont, que naissent des Moltras, enfin des Moltras locaux, des branches locales du Moltra, pour que nous puissions faire le tour de ces différentes branches-là pour former les gens à l'action libératrice que l'Afrique nous réclame, quoi. Donc, c'est vers ça que nous devons nous diriger. Cela demande un minimum de prise de responsabilité de la part des gens qui nous suivent régulièrement. Donc, voilà, moi, j'aurais bien aimé aujourd'hui ne plus être à ce niveau de pédagogie et de conscientisation, mais voilà, le fait est que beaucoup d'Africains ne nous suivent pas actuellement. Et je vois, quand je regarde la page, je vois qu'il y a 4 personnes qui sont connectées, qui nous suivent sur le live. Là, ça passe à 3 personnes, c'est préoccupant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que je disais hier dans le live d'hier. Si j'étais Makosso ou Lolo Beauté ou d'autres gens qui font le buzz et qui sont des amuseurs publics, peut-être qu'on serait 5000 déjà avec des commentaires bien poussés, avec des partages un peu partout. Donc voilà, je sais pas hein, s'il faudra continuer ou pas cette bataille parce que finalement, il n'y a pas bataille. Ignorance et filoche au fur et à mesure qu'on avance. C'est beaucoup de boulot derrière. Je ne sais pas dans quelle mesure nous allons progresser. Alors, la deuxième partie du commentaire de François dit, parlant de spiritualité, pourquoi ne pas expliquer aux Africains que se sont inspirés de la spiritualité africaine, ce sont les études de Cheikh Anta Diop, afin que nous puissions réapproprier notre identité. Bon, moi, je ne suis pas d'accord sur cette approche de Cheikh Anta Diop. Je suis pas d'accord parce que revenir dire aux Africains que les régions étrangères qui se sont manifestées dans un cadre de conquête coloniale
revient à avaliser ces régions. Voilà, revient à leur donner un quitus et à encourager les Africains à y aller, à adhérer à ces régions. Donc, moi, je suis totalement opposé à cette approche de Cheikh Anta Diop que je contredis absolument sur ce point de l'idée qui est que les régions extérieures nous sont revenues en Afrique dans leur berceau originel, comme si ces régions-là n'étaient pas parvenues en Afrique avec une idée précise qui consiste à conquérir les Africains, à leur voler leur terre et à les détourner de leur spiritualité originelle. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Cheikh Anta Diop sur ce point-là. Après tout, bon, les gens sont libres d'adhérer ou pas à cette idée de Cheikh Anta Diop, mais je trouve que cette idée-là, elle est dangereuse parce que elle légitime en quelque sorte la présence des religions coloniales en terre africaine. Et ça sème une sorte de cacophonie et de zizanie dans les esprits, de sorte que les gens finalement adhèrent à ces religions coloniales en prétendant que le plus grand des égyptologues, à savoir Cheikh Anta Diop, avait avalisé la présence de ces religions en Afrique. Donc pour moi, c'est contre-productif, c'est pousser les Africains dans le sens que nous observons sur le terrain, à savoir la ferveur religieuse en faveur de ces religions coloniales. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec Cheikh Anta Diop sur ce point. François continue, il me dit il y a peu de production des idées. Non, mais il y a toujours des idées. Nous essayons de vulgariser les idées depuis des années. On écrit des articles, il y a les vidéos, les conférences publiques qu'on donne gratuitement. Hein. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont préoccupés par d'autres choses, par le quotidien. Donc, ils souhaitent vivre leur quotidien loin de tout ceci, ne pas gêner leur esprit. Il faut pas se torturer, comme les gens disent. Et puis que il faut pas du tout disons, se gêner parce que finalement les problèmes africains ne seront pas résolus par les hommes. Il n'y a que les dieux qui vont résoudre finalement les problèmes africains. Telle la pensée la plus populaire sur le continent africain. Donc il faut tout abandonner entre les mains de Dieu, lequel Dieu est représenté sur terre par des pasteurs, des apôtres, des prédicateurs, des évangélistes. Et Dieu, hein, dans le live d'hier, je parlais de Dieu de Banamé, notre compatriote béninoise du Bénin parfaite, qui dit qu'elle est Dieu. Donc, il y a l'idée que les problèmes africains, finalement, ne peuvent pas être résolus au vu de la situation du continent. Le désordre étant d'une telle ampleur qu'il faut nécessairement que les humains abandonnent la résolution de ces problèmes-là entre les mains de Dieu. Et ce Dieu, c'est le Dieu d'Abraham et d'Israël avec le Dieu de Mahomet. Ça, c'est les deux cadres religieux dans lesquels les Africains se retrouvent parfaitement, refusant catégoriquement d'écouter quelque idée que ce soit, considérant même les travaux de Cheikh Anta Diop comme une hérésie parce que remettre l'Égypte dans la situation africaine, c'est réintégrer le fétichisme et le satanisme, puisque la Bible décrit l'Égypte antique comme le temple même de Satan. C'est Baal, comme le dit la Bible, hein. C'est l'adoration des statues, des statuettes et tout ça. La Bible considère ça comme la manifestation même du diable. Donc l'Égypte est vue comme ça. Donc les idées sont là. Nous n'avons pas les hommes. Le vrai problème, il est là. C'est que nous n'avons pas les ressources humaines pour pouvoir mettre en œuvre nos idées. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous essayons de trouver des gens, de les former. Mais la réalité, c'est que le quotidien rattrape beaucoup de gens. Il y a la recherche du pain quotidien, du gain personnel qui a pris le pas sur la réflexion et l'organisation collective. On ne prête plus attention aux idées qui circulent. On est plutôt dans une société de l'immédiateté. Nous sommes conquis par le capitalisme mondialisé. Nous recherchons ici et maintenant le bonheur. Donc, tout ce qui demande un effort intellectuel produit de la nervosité et de la fuite auprès des peuples. Ensuite, nous sommes une société, ça c'est aussi démontré par beaucoup d'études anthropologiques, hein, dans une société où le sexe est très facile. Hein, donc, une société qui a la sexualité très facile, c'est une société qui est habitée par l'esprit de facilité, qui ne
Voilà, on n'aime pas faire l'effort. Bon, tout est sexualisé. Si vous voyez, chaque fois, c'est tout des pensées sexuelles. Chaque chose qui circule, voilà, c'est bien. Le sexe est très présent, hein. Et une société qui fonctionne comme ça, c'est une société qui contient les germes de sa propre destruction. Et c'est un problème qu'il faut aborder. Et puis, bon, l'école coloniale nous pousse à aller dans le sens de la pensée classique, faisant en sorte que, bon, voilà, pour pouvoir trouver du boulot, pour pouvoir travailler et compter dans la société africaine, il faudra plutôt être dans le canal tracé par la colonisation. Sinon, bon, vous ne prospérez pas, vous n'allez nulle part. Donc, les gens ont peur de nos idées et ne veulent pas du tout les écouter et essaient de les mesurer pour aller de l'avant, hein, dans l'action. Donc voilà les quelques-uns des problèmes qui font que nos idées n'avancent pas. Les gens, ils sont plutôt attirés par l'amusement, par les choses qui les amusent, le divertissement, la sexualisation des phénomènes sociaux et les questions fait que beaucoup de gens ne sont plus dans la concentration, dans la difficulté, dans la recherche, dans la volonté de rechercher ce qui peut former et élever l'esprit, mais plutôt ce qui peut divertir, amuser et éloigner de ce qu'on appelle le stress aujourd'hui dans une société mondialisée, capitaliste. L'Afrique étant alignée sur le modèle capitaliste, eh bien, nous sommes envahis par des problèmes que nous ne connaissons même pas, dont les causes nous échappent et dont la résolution nous échappe complètement. Parce que nous ne sommes pas des sociétés qui ont créé ces problèmes-là. Donc, déjà, les sociétés qui ont créé ces problèmes n'arrivent pas à leur trouver des solutions. Imaginez les sociétés qui sont projetées dans ce monde-là sans avoir participé à sa confection. Vous imaginez les difficultés qui sont énormes. Donc, voilà, c'est tout ça qui fait que nous n'arrivons pas à avancer. Et puis, ben, évidemment, la peur, la répression, l'esprit festif, hein, où les gens ne veulent pas du tout se confronter à la difficulté. Tout ce qui est difficile les rebute. Par contre, tout ce qui est festif, qui attire la fête, la facilité, le gain facile et le raccourci pour pouvoir monter sur la courte échelle pour réussir, ça, c'est les choses qui font plaisir aux Africains et c'est dans ces choses-là que nous excellons. Nous sommes nimbés dans un halo colonial qui fait que nous n'arrivons pas à progresser vers le chemin de l'action. Parce que l'action libératrice a un coût et ce coût, il est extrêmement élevé, mais c'est le prix à payer pour pouvoir acquérir la liberté de pouvoir avancer. Pour briser ces chaînes, il faut déployer un effort. Et cet effort-là, c'est ça que nous ne voulons pas déployer, ce qui fait que nous polissons nos fers au lieu de les briser. Parce que finalement, pour briser ces fers, il va falloir déployer un effort, sortir de ce que nous avons appelé depuis longtemps les acquis coloniaux, dont nous sommes tant fiers. Les acquis coloniaux sont considérés comme notre identité, comme des gains que nous avons acquis de haute lutte. Donc, nous ne souhaitons pas du tout nous départir de ces acquis coloniaux pour pouvoir aborder notre réalité et essayer d'avancer. Donc, voilà quelques-uns des points que je peux souligner dans ce qui nous arrive. Donc, je reviens un peu au sujet en attendant de voir s'il y a d'autres commentaires. C'est la question de l'ennemi intérieur. Ce combat que l'ennemi intérieur nous livre est parfois et très souvent plus terrible que le combat que l'ennemi extérieur mène, puisque l'ennemi extérieur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi la colonisation, et c'est le propre de la colonisation, c'est de réussir à positionner face aux colonisés ou à l'intérieur de la société colonisée, les enfants de ce peuple colonisé qui lui font mal. Donc, c'est de pouvoir ériger un bataillon qui combat ses propres frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis la haute antiquité. Donc, chez nous en Afrique, ce qui se passe, c'est que beaucoup de nos frères et sœurs combattent toute idée de renaissance de l'Afrique
s'oppose à tout ce qui peut être fait dans le sens de la sensibilisation, de la conscientisation et de l'élévation d'un mouvement insurrectionnel populaire, pas seulement parce que beaucoup de ces gens-là tirent un profit matériel de la situation coloniale de l'Afrique, mais très souvent par ignorance, l'ignorance entraînant la haine gratuite, les yeux rougis pour un rien contre ceux qui essayent, parmi les esclaves, d'élever la conscience du groupe enchaîné, de sorte à mener ce groupe à la révolte et à la destruction de ses frères pour acquérir la liberté. Donc, au-delà des gens qui ont un intérêt matériel direct dans le système colonial, eh bien, il y a nos propres sœurs et frères accablés par l'ignorance et refusant absolument de soigner leur ignorance par la recherche de la connaissance, détestent nos propres frères, les yeux rougis par la haine, par la jalousie, par une sorte de jalousie maladive, par une sorte de colère d'esclaves et d'êtres colonisés qui finalement se satisfait de son état, ne voulant absolument pas sortir de ses fers pour remettre en cause les acquis coloniaux, qu'ils considèrent comme quelque chose d'important, acquis de haute lutte, eh bien, il y a des compatriotes qui détestent gratuitement leurs propres frères et sœurs qui se battent au quotidien. Et cette haine et cette jalousie se caractérisent par la critique incessante. Donc, chaque fois qu'il y a une idée qui est sortie, eh bien, on doit lui trouver que cette idée soit juste, débarrassée de toute contradiction, donc acquérant le caractère de vérité. Eh bien, il y a des frères et sœurs qui font tout pour trouver des contradictions dans ces idées-là et les soumettre à une critique pour la critique, de sorte à éviter que ne se constitue en notre sein ce qu'on appelle des autorités, donc des autorités ou des références, empêchant ainsi l'assise des doctrines ou d'un corps de doctrine qui pourrait nous guider sur notre chemin de manière collective et nous éclairer. Donc, destruction de toute idée véridique par la critique pour la critique. Et lorsque vous vous opposez à ça, ou vous relevez ça, on vous dit que vous donne l'impression que c'est vous seul qui savez les choses. C'est-à-dire qu'on nous ramène à un niveau tellement bas, de sorte que il ne peut y avoir d'idées maîtresses en notre sein autour de laquelle nous pouvons nous rassembler. Puisque on trouve toujours que toutes les idées contiennent en elles-mêmes des contradictions, des points négatifs qui font que on ne peut pas travailler autour de ces idées-là. Et donc, c'est une entreprise de démolition méthodique par l'ignorance qui se manifeste par la haine gratuite et la jalousie maladive. Et finalement, une sorte d'amour pour ses frères et par une sorte d'autodestruction matérialisée par la volonté de prolonger nos fers. Et ça, c'est quelque chose qui nous porte atteinte énormément. Ensuite, l'ennemi intérieur qui est l'outil utilisé par l'ennemi extérieur va développer lui-même des idées, quelques idées, qui sont en réalité des sophismes, mais qui, justement parce que sophismes, vont avoir l'apparence de vérité, mais qui en réalité sont des tromperies. Et très souvent, les phénomènes sociaux indiquent que c'est plutôt ces idées-là qui rassemblent le plus de monde. Donc, au travers des critiques, ces gens-là, donc les ennemis intérieurs, vont attirer l'attention de quelques esprits plus ou moins faibles et vont les entraîner dans leur sillage pour
faire en sorte que la formation ne puisse jamais s'asseoir de manière définitive dans nos rangs et ainsi nous poussant à la constitution des outils adaptés au combat dont nous parlons tant. Ça, c'est des choses qui existent entre nous. Troisième façon pour l'ennemi intérieur d'opérer, au-delà de la critique ouverte, c'est de s'inscrire dans une destruction méthodique par des coups donnés dans le dos. Donc, à chaque fois que nous faisons des choses, il y a toujours des gens qui sont là, qui écoutent, qui voient comment les choses se font. Et lorsqu'ils voient qu'il y a quelques personnes qui se manifestent dans le sens de suivre les idées, de suivre ce qu'on fait, hop, ces gens-là vont passer par derrière pour détruire et désorienter les gens en faisant des critiques derrière le dos, alors que publiquement, ces gens adhèrent, félicitent, ont un discours de fraternité, mais derrière nous donnent des coups mortels. Et ça, souvent, c'est dans nos rangs qu'on observe ça. J'ai plein d'exemples, mais je ne vais pas donner les noms. Bon. Ensuite, par son refus d'adhésion, tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne va rien faire, il va adopter une attitude de neutralité, il ne va pas s'inscrire dans la dynamique collective, il va s'isoler, et donc vous retirant une force ou bien un élément nécessaire pour vous constituer en une force capable de pouvoir faire bouger les lignes. Donc, par l'inaction, l'ennemi intérieur va vous priver de ressources nécessaires pour aller de l'avant, tout simplement. Donc, voilà quelques-uns des points que j'aimerais souligner ce soir sur l'attitude de l'ennemi intérieur qui, par différentes actions, va empêcher la constitution de groupes organisés capables de pouvoir faire bouger les lignes. Le compatriote Sogbafi, toujours, finalement, c'est un dialogue qui s'instaure entre nous. C'est une bonne chose. Si d'autres personnes veulent intervenir, ils peuvent le faire. Mais le frère Sogbavi dit, aujourd'hui, dans nos pays, il n'y a plus de bibliothèque ni d'espace culturel qui permet à l'individu de se cultiver. Il n'y a pratiquement pas de débat intellectuel, sociologie, etc. Le livre est abandonné. Tout ça n'est pas fait pour approuvir intellectuellement le débat africain. Bien sûr que le livre, la bibliothèque, c'est quelque chose de fondamental dans la formation des esprits. Mais en même temps, il faut dire que l'école coloniale est faite pour diriger les esprits dans ce sens-là. Ça, c'est ce que nous avons toujours dit et écrit. Et le théâtre a disparu. Moi, je me rappelle très bien, au collège, nous faisions le théâtre. On découvrait des auteurs, on apprenait, on découvrait la fonction catharsique du théâtre, on apprenait, on découvrait la vie par le théâtre, par la représentation des faits du quotidien et de la vie par la scène, par le théâtre. Aujourd'hui, tout est remplacé par l'amusement. Le téléphone portable a remplacé le livre en Afrique. Les gens sont sur le téléphone 24 heures sur 24. Ils ne lisent plus. Quand vous faites un petit papier de 25 lignes, ça les rebute. Dès qu'ils sont à la 5e ligne, ils ne veulent plus lire. Ils lisent juste le titre. Ils pensent avoir lu le texte. Parfois même, ils font des commentaires sur la base du titre seul. Donc, c'est une déprogrammation. Et c'est fait sciemment. C'est le projet culture, c'est le projet colonial. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Ça, on l'a tout dit. Donc, l'école coloniale ne nous forme pas tout d'abord à la découverte de notre histoire. Ensuite,
elles ne nous forment pas pour la résolution de nos problèmes. C'est pour ça que nous devons sortir de cette école coloniale pour découvrir des écoles alternatives que constituent les conférences que nous donnons, les articles que nous publions, les livres d'auteurs rebelles qui ont décrit véritablement l'Afrique, qui ont montré, qui sont sortis du cadre classique colonial universitaire pour montrer l'autre phase ou l'autre face de ce qu'on appelle nos pays et du système mondial dans lequel nous vivons, remplacé par le téléphone portable qui est accessible à bas coût et de mauvaise qualité d'ailleurs sur les marchés africains parce que la Chine déverse. Aujourd'hui, si vous prenez 5 euros, 5 dollars américains, 2000 francs, 5000 francs CFA, vous achetez un téléphone qui se gâte d'ailleurs dans les 24 heures. Et l'Africain recommence, il rachète un nouveau téléphone et il continue. Bon. Donc, le téléphone joue un très grand rôle dans la déculturation de la masse africaine. Donc, on s'amuse beaucoup, on s'échange des fichiers, des audios, des vidéos qui font rire, qui sont des idioties en réalité, qui ne forment pas l'esprit critique. Par contre, les textes, ça, on ne les lit pas, on les zappe. L'image a remplacé l'écrit. Et ça, dans une société déjà fragilisée depuis des siècles et des siècles, eh bien, il se crée un génocide intellectuel. Ensuite, la télévision, sur les télévisions, ce qu'on appelle les chaînes de télévision en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les chaînes d'État et les télévisions privées, c'est la diffusion des feuilletons. Des feuilletons dans les années 90, c'est d'abord les feuilletons brésiliens, Virgile, Marima, je sais pas, Dona Beja, des choses comme ça, qui rassemblaient énormément de monde. Et à l'heure de la diffusion de ces feuilletons, la ville est toute calme. C'est la concentration. Les élèves se retrouvent devant les quelques rares écrans de télévision en blanc et noir qui existaient à l'époque. Donc, c'est ça qui fait la culture dans nos pays. Donc, les feuilletons brésiliens. Après, aujourd'hui, c'est les feuilletons indiens, les feuilletons philippins, les feuilletons indonésiens qui mobilisent le monde. Et les gens sont attirés par ces choses-là. Donc, sur l'ensemble des chaînes de télévision, ce sont ces feuilletons-là qui sont diffusés. Le théâtre n'existe plus. Les films historiques n'existent plus. Les gens n'apprennent rien de tout ça. Et ce sont les feuilletons qui ont remplacé le livre. Ensuite, il y a les films de Hollywood et les films produits aujourd'hui en Afrique, enfin, depuis les années 2000, en Afrique de l'Ouest, les films nigérians ont fait beaucoup de dégâts parce que ces films montraient toujours un scénario présentant une guerre contre Satan. C'est le même scénario, quasiment dans tous les films. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un prêtre ou un homme qui a acquis la religion extérieure, chrétienne notamment, avec la Bible à l'appui, et de l'autre côté, quelqu'un qui incarne la tradition africaine, faite de fétiches, de talismans et de ce qu'on appelle la sorcellerie. Et donc, à la fin du film, c'est toujours le chrétien qui finit par triompher, par détruire le mal
qu'incarne la culture africaine représentée par la sorcellerie, par le sorcier et le féticheur. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de dégâts également. Le cinéma africain, dans une certaine mesure, au-delà de quelques grands auteurs, de quelques grands cinéastes africains qui ont produit des documentaires, des films historiques et tout ça, bah, la majeure partie de la production artistique, cinématographique africaine a plutôt contribué à présenter l'Africain comme un sorcier qui, en fin de compte, est détruit, est vaincu par le religieux, chrétien en l'occurrence. Bon, après ça, il y a, disons, l'accès très facile des médias étrangers qui contrôlent, qui font l'opinion en Afrique, hein, le RFI et tout ça. Il faut voir, quand les Africains passent sur RFI, chez Juan Gomez, dans l'appel sur l'actualité, ils sont tout contents, ils sont très heureux. Ils sont entendus par le monde, considèrent-ils, parce que normalement RFI n'est même pas écouté par les Français, mais c'est la voix de la métropole, et ça, les Africains adorent. BBC, Deutsche Welle, Vox of America, et maintenant CCTV, la chaîne de télévision chinoise. Bon, ça, c'est des choses que les Africains adorent. Voyez. Donc, tout ça contribue à appauvrir l'espace culturel et à affaiblir le niveau intellectuel des Africains. Voilà. D'où la nécessité que notre mouvement s'amplifie, que notre mouvement puisse se structurer pour pouvoir se doter des moyens de communication, de production du contenu, pour pouvoir contrebalancer le poison qui est inoculé aux Africains par le biais de ces différents médias dont je viens de parler. Voyez, ça c'est quelque chose de très important. Mais déjà, nous n'arrivons pas disons, nous n'arrivons même pas à nous rassembler sur des idées forces. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la capacité de nous doter des médias capables de pouvoir nous désintoxiquer. Même les quelques médias qui apparaissent là, moi je ne les suis même pas, hein. Les Africa 24 et autres, ou bien je sais pas, il y a des trucs que les gens adorent, qui sont au Cameroun, qui font, je sais même pas, qui jouent un double jeu avec un discours très mélangé, très sophistiqué, où le sophisme côtoie est caché sous des vérités, c'est un mélange des gens sur cette télé-là, où on trompe les gens, bon, on dit, on promeut d'un côté le panafricanisme, tout en donnant un quitus aux dictateurs les plus chevronnés sur le continent africain, et puis qu'ils appellent ça Afrique Média ou des choses comme ça. Moi, je ne regarde même pas ça. Je veux pas faire mon opinion au travers de ces médias-là, tout simplement. Donc, moi, j'ai d'autres références qui me permettent de structurer ma pensée et d'avancer. Et ça, c'est un travail qui a été fait depuis de longues années auprès des anciens du village. Voilà. Donc, nous sommes dans un mouvement extrêmement compliqué. Et si nous voulons que nos idées s'imposent, ben, il va falloir travailler véritablement à nous structurer et à nous fournir des moyens suffisants pour pouvoir avancer. Nous avons eu une idée de créer un site internet sur lequel nous donnons des cours et tout ça. Bon, ça n'a jamais vu le jour parce que véritablement, nous avons fourni les moyens à des compatriotes qui finalement n'ont pas pu, disons, développer ce projet. Et les gens il y a des compatriotes sur ce groupe, enfin, qui nous regardent, qui savent de quoi nous parlons. Donc voilà, ça c'est aussi l'attitude de l'ennemi intérieur, à qui on confie des responsabilités et qui ne les assume pas. Voilà. Et lorsque vous dites ça, lorsque vous relevez ce comportement, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Voilà. Donc ça c'est des choses concrètes qui existent dans nos rangs, hein.
Voyez? Donc, je veux dire que l'avenir s'annonce extrêmement compliqué pour nous, quoi. Bah, je viens déjà définir l'ennemi intérieur. Déjà, je dis que l'ennemi intérieur, c'est le troisième homme. C'est le troisième homme qui est entre le dominateur extérieur et le dominé à l'intérieur. Et ce troisième homme fait partie du peuple colonisé, du peuple dominé. Donc, c'est le frère et la sœur du colonisé qui se bat pour s'en sortir, mais qui, par la force des choses, est confronté à l'ennemi intérieur, c'est-à-dire le troisième homme qui est son propre frère et sa propre sœur, bénéficiant de l'appui du maître et des instruments du maître, fait tout pour tirer la situation vers le bas. C'est ça le troisième homme et c'est ça l'ennemi intérieur. Ce sont nos propres frères, nos sœurs qui font tout pour que nos idées n'avancent pas et qui font tout pour que le combat ne soit pas mené dans la dimension requise, tout simplement. Voilà. Et ça, je l'ai expliqué en amont. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir si nous sommes en mesure de véritablement continuer ce combat au vu du décalage qui existe entre les moyens de l'adversaire et les nôtres, puisque nous n'arrivons même pas à nous constituer en un groupe soudé autour de la seule idée qui vaille, à savoir l'idée d'une lutte de libération menée par un mouvement de libération à l'échelle continentale. Donc, c'est là toute la difficulté. Donc, moi, je me pose la question, du point de vue de l'expérience qui est la nôtre, qui est la mienne, je me demande véritablement s'il faut continuer, s'il faut arrêter, s'il faut faire autre chose. Et s'il y a encore, voilà, parce que beaucoup d'Africains disent que la situation ne va pas être résolue par les humains, que c'est Dieu qui va le faire, et puis que nous sommes isolés. Beaucoup, bon, voilà, ne voient pas la nécessité de se constituer, de la nécessité d'un réseau de travail. Eh bien, ben voilà, on s'interroge. Hein. Je ne sais pas dans quelle mesure ce combat voilà, peut aboutir, puisque beaucoup ne veulent pas du tout s'engager dans cette logique. Il se crée une sorte de scène sur laquelle quelques acteurs sont, et puis les autres sont là en train de regarder, en se disant, bon, de toute façon, il va se casser la gueule, et puis, ben, finalement, les faits nous donneront raison, et on va leur dire, ben, on vous avait prévenu. Et c'est comme ça qu'on se comporte. C'est-à-dire qu'on vous avait prévenu que ça n'allait rien donner, qu'il ne fallait pas faire ça. Vous avez persisté. Vous voyez, vous n'avez rien pu. Et vous êtes revenu à la case départ. Ça, c'est ce que l'ennemi intérieur fait aussi. C'est de jouer le rôle de spectateur, prédisant l'échec et conscient que ne participant pas à l'effort de guerre, eh bien, il va y avoir échec pour pouvoir se réjouir après et dire, bon, voyez, je n'ai pas participé parce que je savais que ça allait échouer. Et c'est comme ça que nous validons notre situation de souffrance collective. Voilà, c'est comme ça que nous apportons de l'eau au moulin du système qui nous broie, qui nous étrille et qui nous empêche de déployer nos capacités créatrices intrinsèques. Je pense que malgré tout, il faut continuer parce que la vie est un combat. Et le général de Gaulle disait d'ailleurs que qu'il soit donné à chacun selon les œuvres de ses arts. Un patriote français, mais criminel envers notre peuple, lucide sur les lois de l'histoire, de Gaulle disait qu'il soit donné à chacun selon les œuvres de ses armes.
Donc, si nous ne faisons rien, la part qui nous sera donnée sera extrêmement maigre. Et c'est le cas parce que les peuples qui ne combattent pas sont relégués au rang de spectateurs du monde et sont obligés de choisir leur camp. Donc nous ne voulons pas de ce sort-là pour notre peuple. Nous ne voulons pas que notre peuple continue à être le spectateur du monde, à être obligé de choisir entre deux colonisations, entre deux mots, le moindre, entre deux colonisations, la moindre des colonisations, en se disant que bon, maintenant il faut plutôt aller vers la Chine, parce que au moins la Chine déverse chez nous des produits à bas coût. Grâce aux motos chinoises, nous pouvons avoir un travail de émigrants. Grâce aux motos chinoises, nous pouvons disposer chacun des moyens de transport. Et on est très fiers sur les motos chinoises. Grâce aux Chinois, nous avons des téléphones. Grâce aux Chinois, nous avons des costumes à bas coût. Et on est très fiers de les porter. Donc, on préfère la colonisation chinoise parce que au moins, nous nous disons que au moins cette colonisation-là nous apporte quelques bienfaits soi-disant. Parce que c'est la Chine qui construit nos soi-disant routes pour nous. Elle construit quelques infrastructures scolaires et hospitalières pour nous. Elle construit des stades. Bon, ça c'est des choses qui, dans le progrès d'un peuple, hein, les stades, les ministères, voilà, les routes que la Chine construit pour pouvoir développer son commerce, parce que les infrastructures qui sont construites par les pays étrangers en Afrique ont tout servi de voie de transport des produits dont ils sont les importateurs dans le territoire. Mais bon, les Africains vont s'en féliciter et vont plutôt dire, bon, au moins les Chinois nous font quelque chose. Et puis eux, ils ne nous donnent pas des leçons de démocratie, entre guillemets, et des droits de l'homme, parce que la Chine dit, moi, je n'interfère pas dans vos affaires intérieures, je viens commercer avec vous. Ce qui est complètement faux, puisque la Chine, en agissant par le biais du commerce, maintient les régimes dictatoriaux en place. Et la Chine, elle ne fait que défendre ses intérêts, ce qui est tout à fait normal. Ça aussi, nous l'avons régulièrement expliqué. Donc, c'est un mauvais procès qu'on nous fait en disant que nous vantons la Chine, que nous vantons la Chine et que nous la prenons comme un modèle à suivre. Nous disons, oui, la Chine est un modèle à suivre dans ce que les Chinois ont fait comme combat de libération et de reconstruction de leur pays qui était dominé, confié à une élite voyou, bandit, criminelle, comme l'élite dirigeante aujourd'hui en Afrique. C'est en ce sens-là que nous disons que la Chine est un exemple à suivre. Mais comme bon, bah, les gens ne comprennent absolument rien ou quelques esprits tordus viennent nous dire que bon, nous faisons l'éloge de la Chine, alors que la Chine n'est pas un modèle à suivre parce que la Chine soutient les dictatures africaines et soi-disant que la Chine n'est pas un modèle de démocratie qui respecte les droits de l'homme du peuple chinois. Vous voyez comment les gens font les choses. Toujours dans cet esprit de trouver la contradiction pour éviter que se constitue une idée autour de laquelle se réunir. Donc c'est une volonté manifeste ou soit par ignorance, soit par conscience, pour éviter que se constitue un axe autour duquel nous travaillons véritablement ensemble. Je dis encore une fois que la Chine est un modèle à suivre dans le combat que le peuple chinois a mené pour sortir de sa situation de colonisation et de domination. Parce que les Chinois ont réussi à briser leur fer de manière définitive et à reconstruire leur pays. C'est en ce sens-là que je dis que la Chine est un modèle. Par contre, évidemment que la Chine étant un pays ayant résolu ses problèmes intérieurs, qu'est-ce qu'elle fait? La Chine, elle va se projeter dans le monde. Et comme elle se projette, elle va rencontrer l'Afrique dans son état de faiblesse. La Chine n'a pas vocation à corriger les faiblesses de l'Afrique. La Chine n'est pas en Afrique pour soigner nos faiblesses, soigner nos tares, pour nous relever.
Non, aucun pays ne fait ça dans l'histoire de l'humanité. Voyez? Ça, c'est le raisonnement de CP1, ça. Donc, nous n'avons même pas besoin de nous attarder là-dessus. C'est quelque chose qui est tout à fait normal et classique. Par contre, nous devons nous inspirer de ce que le peuple chinois a fait en termes de combat, de libération et de renaissance de ce pays. Voilà. Donc, je pense que il va falloir continuer. C'est très difficile, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait longtemps que nous lançons des appels, nous demandons aux gens, nous espérons que recevoir des appels de nos compatriotes nous disant, bon voilà, on a rassemblé des gens, venez, on vous paie le billet d'avion ou le ticket de train, ou bien on ne peut pas payer, on est un certain nombre d'Africains, mais on n'a pas les moyens pour vous inviter, ben venez. Moi, j'ai payé moi-même mes billets, mes déplacements, des trucs comme ça, je faisais ça. Il y a 5-10 ans en arrière, je me déplaçais dans l'espace européen pour aller rencontrer les compatriotes, leur parler, essayer de les structurer, rencontrer du monde, faire des conférences en Belgique, en France, en Allemagne et autres. Je payais moi-même mes déplacements. Je disais, bon, voilà, au moins si vous arrivez à me loger quelque part dans une chambre auprès d'un de mes compatriotes, j'ai pas besoin de dormir à l'hôtel. Moi, je peux dormir dans le canapé, oui, parce que nous sommes sur un champ de bataille. Nous n'avons pas besoin d'être dans le luxe. Hein. C'est pas le luxe dont nous avons besoin. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'élever la conscience de notre peuple. Donc, nous n'avons pas besoin de dépenser de l'argent pour des futurités, pour du luxe, pour l'hôtel. Non. Donc, moi, je dormais dans un canapé, chez les gens, chez les compatriotes. Je payais moi-même mes frais de déplacement. Mais ça aussi, on n'arrive pas à le faire. Même ça aussi, on n'arrive pas à le faire. Bon, on dit souvent que ce sont les Occidentaux qui sont individualistes et que les Africains sont plutôt un peuple de solidarité. C'est bien le contraire qui se produit. C'est-à-dire que les Africains on découvre finalement que par les transformations opérées par la colonisation et l'esclavage, par les razzias négrières transatlantiques et arabo-musulmanes, nous sommes devenus un peuple très individualiste. Tout le monde, chacun ne pense qu'à sa gueule. Pourtant, l'Africain continue de dire que nous sommes des frères et sœurs, et on dit tout frère, 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 ma sœur, alors que dans la réalité, nous ne sommes plus du tout un peuple, nous ne sommes plus du tout un peuple de solidarité. Le sens commun a quitté le train africain, chacun avance seul, ne pensant qu'à sa gueule. S'il peut marcher sur la gueule de son frère, de sa sœur pour avancer, l'Africain le fait sans gêne. Les seuls moments dans lesquels nous nous retrouvons, c'est un moment de fête. Voilà. Et d'amusement. Là, on est des frères. Là, on est des frères. Donc, finalement, c'est un renversement des valeurs. L'Africain a assimilé l'état de la société occidentale, l'état des vices de son dominateur et les perfectionne. Donc, en réalité, nous sommes devenus un peuple très individualiste. Tout ce qui est l'action collective, le fait de faire confiance aux uns aux autres, de nous aimer vraiment, de nous apprécier, de reconnaître aux gens parmi nous leurs talents, leurs compétences et de les valoriser. Non, ça nous énerve. Voilà, le fait de parler de quelqu'un, de l'ériger en une autorité, en une référence, ça nous énerve parce que nous disons, bah ouais, il y a que lui. Est-ce qu'il y a que lui? On ne va parler que de lui? Non, il faut parler aussi d'autres choses, de nous, de moi, d'autres personnes, même si ces gens n'ont pas d'idée. Voilà.
on va tout faire pour que ne s'instaure pas en notre sein un courant puissant de pensée. Toujours relativiser les choses, être dans le relativisme analytique, en prétextant la démocratie où toutes les opinions se valent. C'est-à-dire la fausse démocratie sur laquelle toutes les opinions se valent, de sorte qu'il n'y a pas d'idée maîtresse dans un groupe ou dans une société. C'est-à-dire tout le monde a son idée, et le fait que tout le monde a son idée, c'est ça qui constitue la démocratie. C'est comme ça que nous comprenons les choses. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'autorité dans nos rangs. Aucune idée, aucune personne ne doit s'imposer. Par contre, quand un dictateur s'impose à nous, ben là, on accepte. Quand l'Occident s'impose à nous, là, on accepte. C'est-à-dire que nous acceptons la dictature extérieure et nous empêchons la naissance d'une puissance intérieure sous prétexte que nous sommes en démocratie. C'est-à-dire que nous vivons dans un système dictatorial à l'extérieur que nous acceptons très bien. Par contre, à l'intérieur, nous imposons une dictature qui, en réalité, est un désordre organisé. Et c'est dans ces contradictions que nous avançons. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On veut faire du neuf avec du vieux. Et c'est les mêmes personnes qui n'ont rien produit depuis tant d'années, qu'on continue à inviter, qu'on continue à écouter, parce que leurs idées nous brossent dans le sens du poil, ne nous appellent à aucune prise de risque, parce que ces gens nous présentent la situation comme une situation nécessitant des réformes et une lutte à moindre coût. Tout ce qui est concret, rude, qui nous appelle à la prise de nos responsabilités de manière effective, nous rebute, nous fatigue, nous fait peur, si bien que nous fermons nos yeux et nos oreilles. Nous fermons nos yeux et nos oreilles à tout ça et nous faisons la promotion des idées illusoires, des solutions illusoires qui ne produisent rien. Et quand ces idées nous conduisent d'impasse en impasse, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, finalement, on a tout fait. On a tout fait. C'est-à-dire que les gens qui ne font absolument rien disent, on a tout fait. On a tout fait, on est fatigué. Ça n'a rien donné. Nos efforts n'ont rien donné. Donc, on abandonne. Donc, je suis dans mon coin, je ne dis plus rien, je ne fais plus rien, je participe plus à rien. Ça, c'est l'ennemi intérieur. Nous lançons les idées et nous demandons à nos compatriotes qui nous écoutent de prendre leurs responsabilités, de réunir autour de quelques personnes, de nous faire appel pour que nous puissions venir discuter parce que il y a certaines choses que nous ne pouvons pas dire sur Internet. Il y a certaines choses qui ne peuvent être exprimées et mises en œuvre que par un contact physique. C'est faute de mieux que nous sommes obligés d'être sur Facebook et sur les différents réseaux sociaux pour parler à notre peuple. Si nous étions organisés autrement, si nous avions la volonté d'aller de l'avant, nous n'allons même pas apparaître sur ces réseaux sociaux pour être espionnés, pour être écoutés, pour être minorisés. Nous allons faire un travail de contact direct parce que c'est ça. Un mouvement insurrectionnel, révolutionnaire se construit par un contact direct. Nous avons des compatriotes aux États-Unis, nous avons des compatriotes au Canada, en Angleterre, en Belgique, en France, en Suisse, en Hollande, aux Pays-Bas. Mais on dirait que nous sommes morts cliniquement. Nous essayons de réveiller du monde. Zéro. Chacun vient écrire sur Facebook.
il faut qu'on s'unisse, la bataille continue. Voilà. On ne mène aucune bataille, mais on dit la bataille continue. La bataille continue jusqu'à la victoire finale. Oubliant que la victoire se prépare, que les batailles qui sont remportées sont celles qui sont précédées d'une phase préparatoire méthodique, d'une phase préparatoire sérieuse, crédible, adaptée, avec une discipline de fer. Les gens ne font rien, ils disent qu'ils sont fatigués. Vous les abordez, ils disent, oh, mais non, mais arrête tes histoires-là. On est fatigué. On n'a rien fait, mais on est fatigué. Donc, c'est avec cet esprit-là que nous allons libérer l'Afrique et la reconstruire. Dans quel siècle? À quel millénaire? Au 3e millénaire ou au 4e ou au 5e millénaire? C'est avec cet esprit-là que nous allons nous libérer du système colonial qui nous embrigade et entamer la reconstruction de l'Afrique alors qu'on est déjà fatigué, alors que les peuples ont donné des tonnes de sueur et de sang pour s'affranchir et reconstruire leur pays. Si vous saviez, simplement, aujourd'hui, nous vivons dans une société occidentale, nous sommes très contents, on s'affiche dans les rues de Paris, de Bruxelles, de Genève, de Lausanne, de Washington, de Toronto, d'Atlanta, de New York, dans la capitale à Pékin et autres. On s'exhibe, on fait des photos qu'on envoie à nos familles, qu'on publie sur les réseaux sociaux, oubliant que ces pays-là ou ces villes-là ont été construites ou que ces villes-là ont une histoire. Et que c'est pas un cadeau du ciel, que c'est pas né du jour au lendemain, que c'est des peuples qui se sont battus pour acquérir tout ça et aller piller chez les autres parce qu'ils ont résolu leurs problèmes intérieurs, se sont dotés des attributs de souveraineté, de puissance suffisamment forts pour aller soumettre d'autres peuples et les piller pour venir construire chez eux. L'Africain s'exhibe dans le salon d'autrui, dans la cuisine d'autrui, fait des photos, tout en oubliant que toutes ces belles choses ont une histoire. C'est ça notre problème. Donc, moi, il y a des moments où je me dis, je ne sais pas ce que nous voulons. Voilà, je ne sais pas ce que nous voulons. Donc, est-ce qu'il faut continuer? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, je suis tout à fait lucide. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai réfléchi constamment. J'ai écrit des tests. Il y a un test que j'avais écrit il y a 8 ans de cela. C'est est-ce que cela sert à quelque chose de mourir pour l'Africain? Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose de mourir pour l'Africain? Je ne sais pas. Chacun peut répondre à cette question. Écoutez, François, nous savons, ça c'est des données connues, c'est-à-dire que le fait que nous ne sommes pas encore un État unifié avec un projet commun autour duquel nous bâtissons notre nation, notre puissance, ça c'est quelque chose qui est connu. Juste si nous sommes dans cette lutte depuis tant d'années, c'est justement pour arriver à ça. Et ça, je l'ai expliqué plusieurs fois. Vous pouvez reprendre toutes nos vidéos, des textes que nous avons écrits. La dislocation de la société africaine, la dissolution de l'esprit commun, mais ça c'est ce que les razzias négrières et la colonisation ont réalisé en Afrique. C'est pour ça que nous nous battons pour essayer de nous retrouver, d'abord pour prendre possession de nos territoires, de reprendre la possession de nos territoires, balayer les tyrannies, les élites coloniales qui sont là, qui constituent le vrai problème de l'Afrique, qui empêchent la naissance d'un État véritablement stratège, unificateur, avec un pouvoir africain tel qu'il était connu
dans la chefferie, ce qu'on appelle la chefferie traditionnelle, qui est caractérisée par l'honnêteté du roi. Parce que choisi sur des valeurs culturelles africaines. Le roi ne jurait pas sur la Bible, mais il prêtait serment sur la tombe collective des ancêtres, sur nos dieux, au nom des générations passées, présentes et futures. Donc, le pouvoir africain était caractérisé par la justice, la vérité et le bien commun. C'est ça que la colonisation a brisé. Et le projet colonial, c'est de détruire les institutions africaines caractérisées par la chefferie traditionnelle pour ensuite détourner cette chefferie traditionnelle de son rôle historique de garant de l'équilibre social. Et effectivement, le projet colonial a réussi cela. Et c'est ça que nous voulons, c'est pour ça que nous parlons de la renaissance. Renaissance veut dire qu'un peuple a engagé une démarche historique allant puiser les éléments de son retour dans l'histoire par, disons, par la redécouverte de ses valeurs culturelles pour jeter ce qu'il faut jeter de cette redécouverte, de ce panier historique et redécouvert, et par, disons, la promotion des choses bien dans cette histoire, dans cette culture, dans ce panier historique. Et ensuite, évidemment que l'idée n'est pas de nous enfermer dans un monde passéiste, mais c'est de tirer les enseignements de l'histoire, de notre parcours historique difficile, pour voir ce que nous pouvons prendre chez les autres peuples, ce que les autres avaient développé plus que nous, ce qui leur a permis de nous conquérir, de nous détruire, pour construire les armes, pour que nous ne puissions plus jamais retomber sous leur domination. C'est ça la renaissance d'un peuple. Donc, évidemment que si nous voulons retrouver notre capacité de nation, de peuple unifié autour des valeurs, autour d'un projet animé par le même esprit de progrès et de vérité, de justice, du projet de laisser un monde meilleur à nos enfants, il va falloir absolument nous débarrasser de l'État colonial, donc arracher le pouvoir des mains des laquais et des satrapes qui sont placés à la tête de nos soi-disant États qui sont en fait des enclos coloniaux, pour rebâtir un pouvoir politique capable sur l'ensemble des secteurs, de déployer une nouvelle politique sur la base d'une nouvelle constitution qui sera dotée, qui sera donnée aux États, aux nouveaux États africains, tout ceci dans une logique panafricaniste, dans une logique d'unité continentale. Voilà. Donc, l'unité territoriale de l'Afrique, en sortant des frontières que la colonisation nous a confiées et dont nous sommes très fiers, nous définissant comme Togolais, Béninois, Maliens, Sénégalais, Mauritaniens, Zimbabwéens, Kenyans, ainsi de suite, Sud-Africains, alors que ces frontières-là ne sont pas le fait des Africains. Ça, c'est la vraie question qu'il faut discuter. La question linguistique, c'est quelque chose de fondamental. Pour refonder l'unité d'un peuple, il va falloir résoudre les questions linguistiques. Ne sont pas des francophones, ne sont pas des anglophones, il n'y a pas de lusophones. Demain, l'Afrique qui va renaître doit être capable d'avoir une langue. Ça veut dire que si nous parlons depuis le Togo,
nous devons être compris par nos compatriotes en Afrique du Sud et le Maghreb. Si nos compatriotes parlent en Alger, ils doivent être compris par nos compatriotes à Dakar ou dans le village, dans un village de Dakar, du Sénégal et d'Afrique du Sud. Puisque finalement, la langue, c'est quoi? C'est une convention entre les hommes. Donc, si demain, si les Africains reconquièrent, si nos idées arrivent à bout du système actuel, puis que nous reconstruisons, nous nous engageons dans la reconstruction de l'Afrique, nous allons travailler absolument sur la question linguistique. Puisque la langue, ce n'est qu'une convention. Donc, nous allons définir une langue qui va coiffer l'ensemble des langues nationales, qui soit une langue africaine. C'est simple. C'est pas des choses compliquées. Mais les Africains, le système colonial nous fait croire que c'est des problèmes insolubles, que ce sont des problèmes insolubles. Et que l'Afrique est condamnée à être une zone d'influence de différentes puissances qui l'ont colonisée et qui arrivent sur le continent. Donc voilà les sujets sur lesquels nous devons travailler et réfléchir tous les jours. Bon. Et il y a là-dessus, faut qui dit de nos jours, instruire ceux qui cultivent, ceux qui veulent. Voilà. Les Africains ont les moyens de se connecter sur WhatsApp et Facebook, à longueur de journée, les clashs, les buzz, surtout entre artistes ivoiriens et autres. Il n'y a pas que les bibliothèques, espaces culturels qu'on peut s'informer, s'éduquer. Il y a YouTube, aujourd'hui, instruire plus vite. Effectivement, tout est question de volonté. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, les Africains doivent cesser de particulariser leurs problèmes et de prendre leurs responsabilités. On peut continuer, si ça nous amuse, à toujours imputer la responsabilité aux uns et aux autres. Mais le fait est que les choses sont ce qu'elles sont. Il faut les voir telles qu'elles sont, sans fioriture, et avoir le courage de voir les choses en face et de se dire, voilà ce qui nous reste à faire. Et c'est ce chemin-là que le Moltera trace et a tracé depuis des années, dans l'indifférence totale, dans la jalousie, dans la haine, dans l'exclusion des uns et des autres. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir pensé ça. Nous sommes les dignes fils de Lumumba, d'Amilcar Cabral et de quelques autres. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que les jeux sont faits et que l'Afrique est obligée de se contenter de sa place et de continuer dans cette situation de faiblesse totale. Donc voilà, je pense que quelque part, nos fers nous plaisent bien. Nos fers nous plaisent bien. Je vais vous montrer une image pour démontrer que nos fers nous plaisent bien. En définitive, finalement, notre situation coloniale nous plaît bien. C'est ça la vérité. Voilà. Pour montrer que nos fers nous plaisent bien. Voilà. Voilà. Voyez, nos fers nous plaisent bien. Au lieu de s'en débarrasser, on cherche plutôt à les embellir. Voilà. Et chaque fois, on remet la faute sur les autres. Et puis, on continue comme ça. Voilà. Il n'y a pas de miracle dans le monde des humains. Il n'y a pas de miracle dans le monde des humains. Le monde des humains, ce qui change les choses dans le monde des humains, c'est uniquement l'action humaine. Voilà, l'action humaine sur la base d'une pensée consciente et adaptée, avec les outils qui sont adaptés à la situation. Si nous pensons que nous aurons un miracle dans le monde des humains, nous nous trompons.
très lourdement. Il n'y aura pas de miracle pour l'Afrique. Seule l'action réfléchie, pensée, stratégiquement, méthodiquement, menée par un leadership visionnaire, courageux, stratège et surtout soutenu, accompagné. Vous imaginez que nous pouvons rester, nous qui essayons de porter ce combat-là, nous pouvons rester. Normalement, nos compatriotes doivent nous chercher. Les gens doivent nous téléphoner. S'ils n'ont pas de nos nouvelles, 2-3 jours, ils doivent chercher à savoir, est-ce que vous êtes là? C'est comme ça qu'on construit un leadership, c'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça qu'un peuple se fait. Mais nous ne nous aimons pas. On n'a même pas le temps. L'esclave est tellement occupé dans le champ du maître qu'il n'a même pas le temps de demander la nouvelle de ses frères, des sœurs. Prenez le peuple juif. Prenez les juifs. Comment est-ce que ces gens sont organisés? J'ai l'habitude de dire que si j'étais un juif, vu tout ce que nous développons depuis des années, oh là là, nous n'aurons même pas de place les dons, les matériels, les choses pour continuer le combat. Nous n'aurons même pas du temps dans notre agenda pour répondre aux sollicitations. Mais nous ne savons pas comment on construit une autorité, comment on construit des références, comment on monte une élite, comment on monte une contre-élite révolutionnaire. Nous ne savons même pas comment on porte au pinacle des gens, les ancrer dans le décor, les imposer à la masse, qui est indifférente et qui est préoccupée par d'autres choses. Nous ne savons pas comment on impose à une masse aliénée des gens qui travaillent à leur libération. Ça se fait par la promotion des gens qui se sacrifient pour la cause commune. Élever ces gens-là au rang d'autorité et de référence incontournable. Voilà. À la limite, chez des peuples qui sont très avancés dans la défense de leurs intérêts, ils couvrent même le mensonge de leur leader. Ils les appuient dans le mal. Vous avez vu beaucoup de... Je ne veux pas donner de nom parce qu'on risque de me taxer d'antisémite ou des choses comme ça, s'il vous plaît. Mais on sait très bien comment ces gens-là défendent les plus... Voilà. Il y a eu un des leurs qui a fait quelque chose sur la scène mondiale avec une Africaine, avec une Noire aux États-Unis. Voilà. Ils l'ont défendu. Ils l'ont défendu. Mais chez nous, c'est plutôt l'assassinat, le meurtre entre nous. Voilà. Après, on dit quoi? Qu'il n'y a rien dans nos rangs. Voyez? Nous serions des juifs, mais nous serions sollicités tout le temps. Les médias, les gens vont nous, mais on sera invités dans toutes les étudiants africains ils vont cotiser pour qu'on vienne animer des conférences chez eux, leur parler de l'Afrique, faire des choses, des projections, des trucs comme ça. Partout sur les médias alternatifs, nous sommes sollicités tous les jours. Mais non, nous ne savons pas comment on impose un leadership nouveau à un peuple dominé et aliéné. Et on est là à regretter que notre peuple est aliéné. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le sortir de son aliénation? Est-ce que nous promouvons les idées qui cassent l'aliénation et le projet colonisateur? Non, chacun doit s'interroger sur ses responsabilités. Il ne s'agit plus de dissoudre nos responsabilités individuelles dans l'anonymat du nous collectif. Mais il faut que chacun se demande, est-ce que je fais ce qu'il faut au quotidien pour que mes frères sortent de l'aliénation? Est-ce que je leur fais découvrir
les gens lucides qui sont parmi nous? Est-ce que je diffuse les idées qui sont les idées qui essaient de nous sortir collectivement de ça? Les gens qui posent ces idées-là, quelle est la considération que je leur donne? Et quelle propagande je fais autour de ces gens? L'Occident, avant d'être reconstruit, quand les peuples étaient très dominés et affaiblis, il y avait des institutions de la propagande. Il y avait des institutions de la propagande pour imposer de nouvelles idées aux populations. C'était des religions. Nous, on fait quoi dans ce sens-là? Chacun doit s'interroger. Il ne s'agit plus de dissoudre nos responsabilités individuelles dans l'anonymat du nous, pour dire ah, nous sommes ceci, nous n'arrivons pas. Mais non, est-ce que nous faisons chacun en ce qui le concerne ce qu'il faut pour aller de l'avant? Combien de personnes nous essayons de rassembler autour de nous pour leur faire découvrir nos idées, nous faire venir, pour essayer de construire le mouvement insurrectionnel dont le continent africain a besoin. Donc voilà, la jeunesse africaine est encore une fois interpellée. Quand ce qui concerne doit assumer ses responsabilités pour que nous essayions d'avancer. Donc, je vais terminer par là en disant que nous sommes obligés de continuer notre travail. Peut-être que, voilà, je ne sais pas sous quelle forme, mais c'est très difficile, c'est une souffrance énorme d'appartenir à un peuple défait qui n'assume pas ses responsabilités et qui ne fait pas encore tout ce qu'il faut pour arriver à se remettre debout et à continuer la marche en avant. Et les idées, les sophismes dans lesquels nous nous complaisons, les idées qui ont l'apparence de vérité, mais qui en fait sont fausses, ou le syncrétisme intellectuel confondant plusieurs idées. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la confusion des moyens. Puisque vous n'avez pas d'idée claire, vous n'avez pas une idée directrice, vous rassemblez tous les courants, courant électoraliste, courant réformiste, courant lobbyiste, disant, bon, il faut aller à l'ONU, il faut faire ci, ça, c'est-à-dire on fait feu de tout bois. Qu'est-ce qui se passe? On confond tous les moyens, résultat, zéro. Alors, c'est pour ça que la seule chose que l'histoire a enseigné au peuple dominé, c'est l'obligation que ces peuples ont de construire les instruments d'un mouvement de libération nationale et de renaissance et de reconstruction du pays. C'est pas par les élections, ni par des idées très sophistiquées que les Africains sortent, on va créer des industries, il faut acquérir le pouvoir économique. Ça, c'est encore quelque chose qui est en vogue. On dit, acquérons le pouvoir économique. On va créer des industries en Afrique. Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours, nous cherchons toujours à particulariser notre problème. Alors que l'histoire n'indique pas cette voie aux peuples qui sont sous la domination coloniale. Mais l'Africain va chercher des choses pour se particulariser, pour particulariser le problème africain. Alors que le problème africain s'inscrit dans le cadre général de l'histoire, qui fait qu'il y a des moments où des peuples, dans une situation d'extrême faiblesse, tombent sous la domination des autres. Et quand c'est le cas, quand des peuples tombent sous la domination des autres plus puissants, ce que ces peuples font, ce n'est pas d'aller chercher la fine idée, l'intelligence la plus sophistiquée de la souris, qui va aller juste prendre la graine, le grain de riz qui est posé sur le piège sans risquer d'être pris, sans risquer d'être pris au piège. Vous voyez, ça dit qu'on va développer des pensées très scientifiques, très sophistiquées, juste pour contourner la lutte des libérations qui demande un engagement, parce que nous avons peur d'assumer ça. Donc, on va développer des idées très, très futées, accompagnées des proverbes et des sagesses africaines pour justifier notre incapacité de l'action, de nous engager dans l'action libératrice. Voilà, on va trouver des pensées très fines,
Voilà, des proverbes qui vont justifier ce que nous sommes en train de faire. Oui, ça traduit la petitesse d'un peuple qui ne veut pas assumer ses responsabilités devant l'histoire en se fuyant, oubliant qu'un peuple ne se fuit pas. Sa propre réalité, là, le rattrape. Voilà, sa propre réalité le rattrape. Un peuple ne se fuit pas. Pourtant, l'Africain se fuit et s'engage dans une course folle de fuite en avant, en cherchant des solutions de réforme d'un système colonial en contradiction avec tout ce que l'histoire a enseigné au peuple depuis la haute antiquité. L'Africain veut avoir le pouvoir économique, l'Africain veut développer les industries et les affaires dans un contexte colonial, oubliant que c'est la maîtrise physique d'un espace géographique donné qui donne les outils et les instruments à un peuple de pouvoir s'orienter vers la résolution de ses problèmes. Nous sommes encore une fois interpellés. Donc, moi, nous allons continuer dans ce sens jusqu'à ce que nous soyons fatigués à terre. Et puis, ben voilà, nous passerons le témoin aux générations suivantes. Donc, merci à vous d'avoir été là. Bonne soirée chez vous. Bonne journée chez d'autres personnes qui sont dans la journée. Que nos ancêtres veillent sur vous et qui vous inspirent, qui vous donnent la force mentale pour que chacun puisse comprendre que les humains doivent passer au stade d'homme pour pouvoir changer leur réalité. Si les humains n'ont pas acquis ce qui fait des humains des hommes, il n'y a rien qui puisse changer. Nous resterons très petits. Nous resterons les serviteurs d'autres peuples. Ce n'est pas ça la vocation de notre peuple. La vocation du peuple noir, c'est de briller. C'est d'être le sommet. Et l'histoire l'a démontré. Mais nous avons chuté de notre position primordiale et centrale. Si vous voyez la carte du monde, l'Afrique est le continent central. L'Afrique est le cœur du monde. La conquête de l'Afrique et sa domination a toujours animé l'humanité. Donc l'Afrique a une importance stratégique majeure. C'est nous qui ne le savons pas. Si nous savions le rôle qu'est celui de l'Afrique dans l'histoire du monde, nous n'allons pas hésiter un seul instant à nous engager dans des mouvements de libération pour reconquérir notre espace et le reconstruire pour le bien de nos peuples et de nos enfants. Donc, que chacun fasse ce qu'il doit faire à son niveau pour que nos idées s'élargissent, gagnent de l'espace, et puis que véritablement nous puissions passer à l'action. Parce que il n'y aura pas de miracle en Afrique. Et notre histoire, elle n'est pas particulière. Elle s'inscrit dans la grande histoire humaine. Et pour résoudre nos problèmes, il va falloir lire la grande histoire pour voir ce que les peuples ont toujours fait quand ils sont tombés sous la domination d'autrui. Il ne sert à rien de vouloir trouver des solutions particulières à notre problème en allant chercher Dieu, en allant convoquer le lobbying, en allant convoquer la fine idée du pouvoir économique, en allant chercher des solutions qui n'existent pas, qui ne sont que des illusions, en nous engageant dans le panafricanisme électoral ou électoraliste. Ça, ce ne sont pas des batailles, ça. La vraie bataille, c'est la reconquête de notre espace géographique pour ensuite l'orienter vers la résolution de nos problèmes endogènes. Retrouvons la confiance perdue les uns envers les autres et cultivons
le courage autour de la seule idée qui vaille dans la période historique que nous connaissons, qui est la nôtre. C'est l'idée de la libération totale et la reconstruction du continent africain sur l'autel de la gouvernance authentique africaine fondée sur les valeurs endogènes et sur l'ensemble de notre parcours historique. C'est la seule idée qui doit valoir dans la période dans laquelle nous sommes. Et cela ne se fera pas avec les oppositions institutionnelles en Afrique. Cela se fera avec l'émergence des patriotes africains qui ont compris l'histoire, et qui ont décidé d'assumer courageusement leurs responsabilités. Sur ce, bonne journée et bonne soirée, bonne nuit chez vous, que nos ancêtres veillent sur vous. À plus tard.